Bonjour à tous, Bonjour à tous. bonjour à tous les présents. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais commencer par vous annoncer qu'on va attendre 2 petites minutes, le temps que d'autres participants puissent se connecter. Et puis on pourra lancer. Petite information dès le départ, vous avez à votre disposition un chat dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions et auxquelles on pourra répondre soit en cours de présentation, soit en toute fin. N'hésitez surtout pas. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, pour ceux arrivés entre-temps, je vous souhaite la bienvenue et je remercie tout le monde, hein, pour tous les présents pour cette participation au webinaire donc, sur la thématique du jour, donc PAM et NIS 2, quelles solutions pour les collectivités françaises. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc les différents speakers, donc les speakers du jour, que je remercie d'ailleurs pour leur présence. Donc, moi-même, j'en profite pour me présenter, donc Johan Banzouzi, de la société Walix. Donc, je m'occupe justement principalement des collectivités, hein, sur la partie commerciale. Je suis accompagné donc de Loris Alias aujourd'hui, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Donc effectivement, Loris sur la partie avant-vente aujourd'hui pour la démo un peu plus tard. On est également accompagné d'Alain Melka. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci Walix, hein, pour l'organisation de ce webinaire. Je suis Alain Melka, donc directeur général des services de la mission Écotère. On parlera dans un petit moment de ce qu'est la mission Écotère. Merci Alain. Et enfin, Michael Audron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à ce temps d'échange. Moi, je suis maire d'une commune rurale dans la communauté urbaine d'Arras qui s'appelle Wailly et je suis conseiller délégué
effectivement aux usages du numérique et à la digitalisation du territoire. Merci Mickaël. Donc merci à tous nos speakers du jour. On va pouvoir lancer donc les hostilités et voici l'agenda. Donc dans un premier temps, je pourrais vous présenter la société. Donc Walix vous sera présenté et on présentera également Mission Écoterre. Une petite revue de contexte avec la situation actuelle des collectivités par Alain Melka. Puis on s'intéressera plus précisément aux impacts de la directive NIS 2 donc sur les collectivités avec Mickaël Audebon. Et enfin, on verra comment est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui à la directive NIS 2, comment Walix peut vous accompagner dans la réponse à ces nouvelles exigences avec la présentation de Loris plus technique. Enfin, il y aura une partie évidemment démonstration avec du visuel et une partie questions-réponses. Petit rappel, vous avez à votre disposition un chat dans lequel vous pouvez poser des questions à tout moment. Si possible, on y répondra en cours de route. Sinon, bien évidemment, elles seront traitées à la fin. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et à bien attendre la fin de la présentation puisqu'on pourra y répondre. Donc, je vous propose de commencer. Qui est Walix? Donc, quelques mots sur la société. Walix est un éditeur français de logiciels, donc leader mondial aujourd'hui du domaine de la sécurisation des identités et des accès, avec plusieurs technologies au catalogue donc, qui vont couvrir notamment la partie authentification multifacteur, la partie bastion pour l'administration et la traçabilité des comptes à privilèges, la partie moindre privilège et une partie gouvernance des identités. Donc, tous ces éléments pourront éventuellement être évoqués avec Loris en fin de présentation. Donc, Walix, aujourd'hui, le siège est à Paris, dans le 8e arrondissement, avec le support et une partie de la R&D à Paris également, pour plus de réactivité dans l'accompagnement des clients. Sur la partie support, il faut savoir que le support est assuré en français par l'éditeur directement, donc c'est une des plus grosses forces aujourd'hui de Walix, une force qui va s'exprimer en chiffres, puisqu'aujourd'hui, plus de 98% de nos clients renouvellent leur contrat de maintenance, ce qui est quand même un gage de qualité. Ce qu'il faut également savoir en ce qui concerne notamment tout ce qui va être public, donc incluant les collectivités. Aujourd'hui, Walix travaille énormément avec le secteur public. C'est vraiment, Walix est aujourd'hui partenaire secteur public à proprement parler. Et on va dire cette confiance accordée par le public va s'exprimer également en chiffres, puisqu'aujourd'hui, le secteur public représente plus de 50% du chiffre d'affaires Walix sur la partie France. Voilà. Donc, le support est assuré donc, en 24/7. Donc, pour tout ce qui est astreinte, voilà, il y a une sécurité à ce niveau. Aujourd'hui, Walix, c'est plus de 240 salariés, donc pour 3000 clients à travers le monde, et une présence à l'international à travers plus de 16 pays, et pas moins de 3 centres de R&D, dont un à Rennes. Donc, Walix est également une marque identifiée et reconnue par tous les experts, comme le Gartner, KuppingerCole, l'ANSI, avec des certifications en cours, donc sur la partie ISO 27001, et le BSI, qui va venir, on va dire, donner une dimension européenne à la certification de l'ANSI, avec une reconnaissance mutuelle. Au niveau du réseau et du modèle de vente, ce qui peut également être une information pertinente pour une collectivité, c'est de savoir qu'aujourd'hui, Walix s'appuie sur un réseau de plus de 300 partenaires et une présence sur l'essentiel des centrales d'achat que vous pouvez connaître, donc l'UGAP, le RESA, le CIPEREC, la Canut, Cap Territoire et j'en passe. Pour tout ce qui est information autour des finances de l'entreprise, sachez que tous les chiffres sont publics et disponibles sur Internet. Donc, on est coté en bourse sur Euronext avec le code ALIX, donc A2LIX, pour tous les curieux autour de la santé financière de l'entreprise. Voilà. Voilà en ce qui concerne Walix. Je vous propose maintenant de passer à la partie suivante et de présenter Mission Écoterre. Donc, je vais laisser la parole à Alain Melka pour ça. Merci Johan. Je renouvelle mes remerciements pour l'organisation de ce webinaire. Alors, qu'est-ce que la Mission Écoterre? Ça fait 30 ans, bientôt 30 ans que Mission Écoterre accompagne sur l'ensemble du territoire national via nos antennes à Paris, à Dunkerque, à Vichy, à Nevers et à Angers.
et à Angers les collectivités territoriales et les entreprises dans leur transformation, notamment numérique. Alors notre objectif est de favoriser bien évidemment la transformation écologique et numérique des territoires, de former les élus, les cadres d'entreprise, de fédérer les acteurs publics et privés autour des enjeux de l'innovation numérique et surtout aussi de la cybersécurité afin d'accompagner au mieux la transformation des collectivités. La mission Écoterre est présidée actuellement par Denis Thuriot, le maire de Nevers, président de l'AGLO. Alors plus précisément, la mission Écoterre, en quelques mots, c'est veille et transformation, formation, je l'ai évoqué, conseil et accompagnement, échange et bien évidemment réseau. Tout au long de l'année, de grands événements, dont le sommet international de l'innovation en ville médiane qui aura lieu, et je vous le conseille, en juin prochain à Dunkerque, et le BIMWorld, jumeau numérique, où dans quelques jours, porte de Versailles, Mission Écoterre sera présent sur 5-6 plateaux TV, je crois, en 2 journées. Et puis, bien évidemment, si vous le permettez, quelques mots sur quand même le partenariat Walix Mission Écoterre. Il est très, très important de mon point de vue, mais on l'évoquera tout au long de ce webinaire, de fédérer les compétences et les connaissances. Alors, Walix et Mission Écoterre ont établi un partenariat, je crois que ça fait 2 ans, me semble-t-il, pour sensibiliser aux enjeux de la cybersécurité, de partager leur expertise commune avec les acteurs locaux. Walix, leader, hein, Johan le disait, dans la gestion des accès à privilèges, s'engage à fournir des outils, des ressources pour améliorer la sécurité numérique. Alors, ce partenariat, en quelques mots, c'est sensibilisation et partage d'expertise, accompagnement des acteurs locaux, veille technologique, et ce partenariat, dont je suis très heureux, et le président Denis Thuriot également, témoigne de l'engagement et de Walix et de la mission Écoterre à faire de la cybersécurité une priorité absolue. On peut passer, alors bien évidemment, sur quelques chiffres. Voilà. Merci, Joanne, si vous le permettez. Alors, 45%, ce qui nous amène, hein, on va approfondir tout ça tout au long de ce webinaire, 45% des cyberattaques contre les administrations publiques françaises visent des collectivités locales, j'invente rien. Une collectivité sur 10 a été victime de cyberattaques au cours des 12 derniers mois. 45% des collectivités attaquées n'en connaissent pas la cause. Et enfin, 350 000 euros, c'est le coût moyen d'une attaque contre une mairie, incluant bien évidemment la remédiation et la perte d'exploitation. 62% des collectivités appellent à une sensibilisation accrue des élus et agents. Alors, je ne suis pas trop chiffre, hein, mais il est important de poser sur cette démarche que nous faisons aujourd'hui, cette démarche commune, les chiffres. Alors, sur le slide suivant, Johan, les collectivités sont devenues, on l'a vu et on le sait, hein, des cibles de choix pour les cyberattaques en raison de plusieurs facteurs. Alors d'abord, bien évidemment, pour poser le plateau des données sensibles. Les collectivités détiennent une grande partie des données personnelles, hein, état civil, impôts et financières, ce qui rend précieuses les cybercriminels. Services essentiels, les collectivités assurent des services critiques, par exemple l'eau, l'énergie, le grand public le sait peu, la santé, dont l'interruption peut avoir et a souvent des conséquences graves pour les populations. Vulnérabilité, les collectivités disposent souvent de budgets limités. Et je pense que là aussi, on va pouvoir étendre avec les dispositions de Walix des budgets limités pour les cybersécurités. Enfin, bien évidemment, certaines collectivités payent ou pas certaines rançons, mais en général, elles restent extrêmement discrètes de ce que l'on peut bien évidemment comprendre. Alors, les cyberattaques, quelles conséquences, notamment pour le grand public? Interruption des services, vol des données, atteinte à l'image et coûts financiers. Donc, en conclusion, de mon point de vue, il est crucial pour les collectivités de renforcer leur cybersécurité par la sensibilisation, par l'investissement, par la protection, par la
collaboration. Et puis, il faut se dire une chose, et j'en terminerai, c'est que les attaques cyber, c'est un peu comme les graves maladies et les accidents de voiture, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est faux. Ça peut nous arriver à toutes et à tous, à tout moment. Voilà pour cette partie, en tout cas, de sensibilisation et de ce qu'est la mission Ecoter et aussi le partenariat avec nos amis de Walix. Un grand merci, Alain. Donc, on va pouvoir justement bifurquer précisément sur ce qui est la directive NIS 2 avant de pouvoir enchaîner sur le lien et l'impact sur les collectivités. Petit rappel, donc la directive NIS 2 est entrée en vigueur donc, en octobre 2024 et fait suite à une première directive qui avait démarré il y a quelques années. Et en fait, pourrait être résumé en réalité comme un renforcement avec pour objectif surtout de garantir un niveau de sécurité élevé au niveau de l'Union européenne, d'avoir quelque chose de vraiment équilibré et égal au sein de l'Union, un niveau de sécurité vraiment élevé et surtout des exigences beaucoup plus fortes. Le champ d'application a été élargi, c'est pourquoi énormément de collectivités supplémentaires vont être touchées. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, l'une des cibles principales, par exemple, des cyberattaques, au-delà des collectivités, on retrouve également tout ce qui est industriel. Et aujourd'hui, on sait qu'énormément de collectivités ont dans leur champ de compétences des environnements industriels, notamment les eaux, l'énergie, les caméras de la ville, etc., etc. Donc, ce qui démontre quand même que l'impact sur les collectivités est grand. Évidemment, la directive NIS 2 embarque avec elle des obligations beaucoup plus renforcées et surtout énormément de sanctions, ce qui est censé encourager énormément les collectivités à se conformer. Donc, je vais pouvoir laisser la parole donc, à Mickaël Odogon pour donner plus de détails sur en tant que membre d'une collectivité, donner plus de détails sur la façon dont la directive NIS 2 va impacter ces collectivités. Donc, quels impacts sur les collectivités? Mickaël, je vous laisse la parole. Merci à toi. Alors effectivement, pour compléter, le choix qui a été celui de l'État français d'inclure les collectivités territoriales, c'était aussi de poser comme enjeu un objectif de résilience de la nation. Le choix de la France, quelque part, ça a été de dire on inclut toutes les entités qui ne doivent pas tomber et qui doivent rester en place au cas où on aurait une attaque massive. La première obligation pour une collectivité territoriale, c'est d'aller se déclarer sur mon espace NIS 2, auprès de l'ANSSI, pour déclarer son identité régulière. Alors, petite précision, parce que ça peut être des cas d'espèce, si on a une fusion des systèmes d'information entre la commune et une intercommunalité, c'est l'autorité qui va gérer le système d'information qui doit déclarer le système d'information. Et autre précision aussi, plus subtile, c'est que dans NIS 2, on ne segmente pas les systèmes d'information, ce qui fait que si on est mutualisé avec des communes qui ne seraient pas dans le scope, eh bien c'est tout le SI qui doit être soumis aux mêmes règles et qui doit être déclaré. Une fois que c'est déclaré, eh bien, les entités vont commencer à donner des données. Alors, l'obligation, effectivement, au niveau de la gouvernance, l'autorité va avoir des exigences sur le système d'information. Je vais reprendre ce qu'a dit Alain. Il va falloir acculturer, ça c'est la première des choses, parce qu'on ne pourra pas passer à ce braquet-là sans acculturer et sans former les gens, c'est absolument impossible. La deuxième chose, ça va être investir. Ça va certes coûter de l'argent, mais ça coûtera toujours infiniment moins que ce que ça coûte quand on a une attaque. Et Alain vous a rappelé les chiffres tout à l'heure qui sont quand même éloquents. Et on ne parle que de l'aspect monétisé, on ne parle pas de l'image ou des conséquences que ça a sur les usagers. Il va falloir aussi travailler sur la RH, et ça c'est un vrai problème. L'IA va peut-être d'ailleurs nous aider un petit peu pour automatiser certaines tâches. Et puis enfin, parce qu'il faut absolument objectiver, c'est que entreprises privées ou collectivités territoriales, il va falloir fixer des objectifs atteignables. Ce n'est pas la peine de se mettre des pressions ou des objectifs dont on sait dès le départ qu'on n'arrivera pas à les atteindre. Il faut mettre une vraie politique crantée par étapes avec différentes phases et qu'on puisse à chaque fois checker les étapes pour dire qu'on monte tous en compétences et qu'on passe des paliers. Alors, il y a des mesures techniques, des mesures opérationnelles, des mesures organisationnelles. Ça, je pourrais peut-être y revenir si jamais il y avait des questions par rapport à ça. Le deuxième point sur l'impact sur les collectivités, c'est signaler les incidents. Alors, pour rappel, c'était déjà le cas avec NIS 1. Il y avait déjà déclaration des incidents majeurs.
On ne demande pas aux entités régulées de prévenir l'ANSSI à chaque fois qu'il y a un spam. C'est juste des attaques majeures qui sont identifiées. Dans ce cas-là, ils devront les notifier. Elles devront faire des rapports d'avancement sur le traitement. Et à la fin, il y aura un rapport final qui sera aussi envoyé à l'ANSSI. Concernant les sanctions financières, effectivement, le texte le pose. Alors, pour les entités privées, le débat est plus posé parce qu'effectivement, il y aura des contraintes financières. Sauf erreur de ma part, il y a encore des questionnements sur le fait de punir financièrement les collectivités territoriales. Et il y a deux écoles. La première dit que si on ne punit pas, eh bien, des gens ne vont pas faire l'effort d'investir et d'enclencher la dynamique. Et d'autres qui vont dire, oui, mais le rôle de l'ANSSI, depuis le début, c'est quand même toujours un côté pédagogique. Et là, on sort un petit peu de ce cadre. Bon, moi, je serais quand même partisan d'une sanction contrôlée, mais qui existe, qui permettra quand même à un moment d'enclencher les dynamiques. On peut passer à la diapo suivante. Je te remercie. Alors, effectivement, un point essentiel, c'est le renforcement de la protection des accès sensibles. La gestion de ces accès, elle vise à quoi? Elle vise à gérer, à contrôler, à surveiller et à protéger toute la question des comptes privilégiés. Alors, il y a des solutions, souvent ce sont des solutions SaaS qui sont mises en place. Moi, je vous conseille à toutes et à tous, c'est d'adopter un cadre Zero Trust. Il faut absolument qu'on contrôle ces éléments-là parce que c'est la clé d'entrée et c'est la porte d'entrée aux attaques principalement. Donc, 4 préconisations par rapport à ça. La première, c'est distinguer vraiment les accès privilégiés et les accès non privilégiés. La deuxième, c'est de limiter le nombre d'utilisateurs en accès privilégiés, qui sont les ports d'entrée les plus fragiles. La troisième, c'est éventuellement restreindre ces accès privilégiés. Et enfin, c'est rendre obligatoire un MFA pour accéder aux comptes privilégiés. On ne peut plus se contenter d'un simple mot de passe sur le serveur. Il faut absolument une double authentification pour les gens qui auront les droits à ces accès particuliers. Deuxième point important, ça concerne la sous-traitance. Effectivement, mais ça, c'est un cadre plus large concernant les données. Il va falloir être très, très attentif pour définir les obligations des uns et des autres sur la confidentialité des données quand on est en sous-traitance. Il va falloir aussi les contraindre en termes d'authentification, parce que si vous êtes relié et que vous avez mis en place une MFA, mais votre sous-traitant l'a pas, et ben c'est comme si vous n'avez rien fait, parce qu'on a fermé la porte à double tour, mais on a laissé entrouvert la fenêtre. Donc, il faut veiller à rendre étanches les différents systèmes. Et il faut notifier, il faudra aussi leur demander si eux ont des incidents, qu'ils vous les notifient. Parce que là, c'est une chaîne de responsabilité et quelque part une chaîne de vulnérabilité qui peut s'enclencher. Si votre sous-traitant est attaqué et qu'il ne vous le dit pas, le risque, il est grand et il faut absolument que vous soyez prêts. La dernière chose, effectivement, c'est aussi la surveillance et les audits renforcés. Donc, l'ANSSI est là pour superviser les périmètres de travail. Et pour information aussi, l'ANSSI doit renvoyer à la Commission européenne une synthèse des différents rapports d'incidents qui auraient pu être réalisés et par rapport à cette régulation. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, deux conseils qui sont donnés, c'est techniquement et de manière opérationnelle, c'est adopter une approche cybersécurité par conception. Il faut absolument anticiper. Et là, il faut que les uns et les autres, collectivement, on mette en place une gouvernance qui soit le fil directeur de toutes les démarches qu'on veut mettre en aspect numérique. Il y a une montée en maturité des compétences et des collectivités territoriales sur la connaissance de la vulnérabilité. Alain l'a rappelé tout à l'heure, les gens se croient parfois non ciblés. Or, c'est une pêche au chalut, ce que nous font les cybercriminels. C'est pas parce que vous êtes une cible, que vous n'êtes pas une cible, que vous ne serez pas touché. Donc, il faut absolument que tout le monde travaille sur cette prise en compte de ce que c'est que la vulnérabilité. Où est-ce qu'on est vulnérable pour essayer de boucher les trous. Et si on veut construire un sujet d'IoT de quoi que ce soit, le premier sujet qu'on doit mettre sur la table, c'est celui de la cybersécurité. Est-ce que techniquement, ça va être possible? Comment on fait pour ancrer un nouveau projet dans l'architecture cyber qui a déjà été mise en place? Si on ne fait pas ça, on va prendre le problème à l'envers, on va réouvrir des brèches. Et moi, j'ai le souvenir d'un chef d'entreprise qui avait fait de son entreprise un modèle en termes de cybersécurité.
Il avait juste oublié, en voulant faire des gains d'économie, il avait mis en place des ampoules connectées. Ces ampoules connectées n'avaient pas été sécurisées et c'est par là, c'est par une ampoule que l'attaque a été sur son serveur a été enclenchée. Donc, comme quoi, il faut vraiment tout lister et bien tout identifier. Et pour rendre opérationnelle cette approche, effectivement, il y a un moyen, c'est de travailler sur la mutualisation. En mutualisant, c'est une bonne réponse pour massifier ces objectifs de sécurité, en gardant toujours, pour le principe des collectivités territoriales, que nous, on a 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est protéger la collectivité, parce que c'est le bien public. Le deuxième enjeu, c'est protéger les données, parce qu'elles ont une valeur très importante et il faut absolument les sauvegarder. Et puis, la troisième obligation pour nous, c'est la continuité des services. Il faut être en capacité de continuer à les assurer, et c'est pour ça qu'il faut absolument anticiper, monter en compétence sur ce sujet et faire que NIS2 soit un levier et non pas une contrainte. Voilà. J'imagine que c'est bon Si pour. vous avez des questions. Oui, il ne faut pas hésiter, hein, pour rappel, hein, effectivement, vous avez à votre disposition un chat sur lequel vous pouvez. Alors, toutes les collectivités ne sont pas concernées par NIS2. Pour l'instant, effectivement, il y a des échanges parlementaires entre le Sénat et le Parlement pour savoir où est-ce qu'on met le curseur. Parce qu'on pense aux collectivités territoriales, on pense aux communes et on pense aux intercommunalités. Mais par exemple, il y a une entité qui est aussi identifiée dans le scope, ce sont les syndicats des eaux. Parce que l'eau est considérée comme un bien important et à protéger. Et le premier texte initial, c'était d'intégrer dans NIS2 les syndicats des eaux à partir de 30 000 habitants. Or, on se rend bien compte que 30 000 habitants, c'est vraiment un niveau très faible et que, vu les exigences qui sont posées par le cadre réglementaire, ça va être terriblement compliqué pour un syndicat des eaux qui gère 32 000 habitants de pouvoir faire cette montée-là. Donc, il y a encore des débats, ce n'est pas encore arbitré sur la définition d'un périmètre plus précis pour savoir qui sera EE, qui sera EI ou qui ne sera pas concerné. Sinon, on peut avancer, John. Oui, super. Donc, je vous propose de bifurquer maintenant dans la dimension un peu plus technique. Donc, comment répondre aux exigences de la directive NIS2 avec Walix? Donc, je vais laisser la parole à Loris. Ah, je crois que ton micro est coupé, Loris. On ne t'entend pas. Ça doit être mieux. Oui, c'est Donc, bon. je vais partager mon écran et puis on va effectivement pouvoir revenir dessus. Merci. Je vais le laisser charger. Je pense que ça doit être bon en termes de fonctionnement. Donc là, effectivement, on peut reprendre au niveau du portfolio les possibilités que nous, on va pouvoir apporter pour la mise en conformité et pour la sécurisation de ces environnements-là. Donc, on va pouvoir agir sur plusieurs axes. La première partie, c'est effectivement la partie sécurisation des accès à privilèges, hein, tout ce qui va être administrateur, tiers mainteneur, d'avoir une capacité de savoir ce qui se passe sur les environnements, que ce soit les environnements IT classiques de vos DSI ou la partie industrielle qui est inhérente également aux collectivités. On parle de stations d'épuration d'eau, la gestion de tout ce qui peut être éclairage. Voilà, il peut y avoir des capteurs également sur des chaufferies au niveau des collectivités. Donc, tous ces cas-là qui nécessitent des accès un peu particuliers, on est aujourd'hui capable de pouvoir travailler sur les deux environnements, aussi bien IT que OT pour tous ces besoins, avec une capacité de savoir ce qui va se passer sur l'environnement, des gateways d'accès qui sont notamment l'Access Manager, plus la partie Bastion que vous allez voir juste après, qui permet vraiment la traçabilité, l'enregistrement régulier de toutes les actions pour effectivement coller un peu plus aux réglementations NIS2, hein, qui fait quoi, quand et comment, quelles sont la partie audit qu'on peut remonter. Bien entendu, on a des fonctionnalités également de multifacteurs qui peuvent se greffer sur ces produits d'accès privilégié, mais qui sont également des outils qui peuvent servir à l'entièreté des utilisateurs, puisque une personne qui gère un ERP, un CRM, qui va effectivement avoir différentes applications,
on peut effectivement greffer assez facilement nos solutions de MFA à base de SAML, d'OpenID Connect sur d'autres typologies d'applicatifs. On a également un coffre-fort à mot de passe personnel avec des mots de passe partagés qui peuvent potentiellement rajouter un key pass d'équipe selon les besoins. Même si vous allez voir, notre solution de Bastion pour les comptes à privilèges intègre également des accès privilégiés avec des mots de passe pour éviter justement de donner les secrets lors de connexion de tiers mainteneurs, par exemple. Toutes nos solutions sont fonctionnelles sur de l'on-premise ou sur des fonctionnements en mode SaaS. Donc, effectivement, on peut vous accompagner avec une gestion distante ou effectivement un positionnement des solutions qui peuvent être également locales. Et après, dernière arrivée, on a également tout ce qui va être gouvernance des accès. Alors, première chose, on a la Privilege Access Governance, qui est la partie audit et compliance de nos infrastructures de Bastion. Je suis admin réseau depuis quelques années. J'ai changé l'année dernière pour être dans la partie système. Est-ce que c'est bien normal que j'ai toujours les anciens droits? Donc, on aura potentiellement des reportings, des reviews de comptes qui peuvent servir à des fonctionnements de commissaire aux comptes. La partie Bastion est un exemple, mais bien entendu, on peut gérer du 360 sur les identités. Si vous avez des mainframes, des accès sur de l'AD, de l'Azure, voilà, on va effectivement pouvoir gérer la totalité de la gouvernance des droits notamment. En termes d'accès et de sécurisation à vos environnements, ça va principalement être sur les utilisateurs à privilèges type admin interne et vos partenaires tiers mainteneurs qui ont effectivement besoin de prendre la main à distance sur des environnements. Donc, on va effectivement pouvoir sécuriser la totalité de ces usages-là en termes de fonctionnement. Si on imagine l'environnement de vos collectivités comme un immeuble, les fonctionnalités effectivement qu'on va pouvoir rajouter vont être la partie audit. On va pouvoir effectivement enregistrer ce qui se passe sur l'infrastructure. On va pouvoir sécuriser les mots de passe de connexion. On va effectivement avoir des capacités de rajouter de la sécurisation et de la garantie d'identité avec nos solutions de MFA. Et on a des principes de moindre privilège pour proposer éventuellement des élévations de droits localement sur des serveurs ou sur des postes. Donc, vous avez la partie identité où vous contrôlez effectivement l'identité de la personne et vous allez pouvoir avoir aussi l'audit permanent, la possibilité d'intervenir à deux sur une session, de contrôler l'accès, de ne plus donner les mots de passe de connexion aux utilisateurs et également de gérer le cycle de vie des comptes. Je suis utilisateur Loris, vous m'avez donné un accès chez vous, vous me connectez en route sur un switch et en plus de ça, le compte route que je ne connais plus est changé régulièrement pour être en conformité justement avec les bonnes pratiques de changement de mot de passe sur vos équipements périmétriques ou sur vos équipements internes. Et après, on a potentiellement la partie Remote Access qui va simplifier aussi la prise en compte des prestataires distants ou des utilisateurs qui peuvent se situer en télétravail en ayant un fonctionnement simple d'accès au SI avec effectivement la partie audit qui va être complètement gérée par l'outil. C'est un mode de fonctionnement avec le Bastion. Alors, le Bastion, c'est notre technologie. L'avantage pour les collectivités, c'est la faible charge pour vos équipes. Vous allez déployer un OVA. Cet OVA est déjà préconfiguré, pré-sécurisé. Donc, on a un gain de temps très important aussi bien pour les déploiements que potentiellement pour la mise à jour de l'infra, puisque les infrastructures se mettent à jour sur une seule commande une fois par an pour les montées de version. Ça gère la couche base de l'OS, ça gère les nouvelles fonctionnalités produites et le durcissement si nécessaire. Et pour vous, c'est quelques minutes d'inactivité sur la partie Bastion. Donc, très facile aussi à gérer au quotidien. Il y a une rupture protocolaire, donc les utilisateurs n'ont plus l'accès directement à vos équipements serveurs. On va effectivement se positionner au milieu pour pouvoir proposer un accès audité avec le Session Manager du Bastion, qui est la partie enregistrement, contrôle d'accès et gestion effectivement des audits.
Vous avez le coffre-fort à mot de passe en AES 256, qui est le coffre-fort de connexion qui vous permet de proposer les accès sur vos différents protocoles en automatique via du SSO intégré. Et le password manager n'est pas le coffre-fort, c'est la capacité de faire de la rotation régulière. Je me connecte sur votre Fortinet et tous les 2 mois, le mot de passe Fortinet change, est mis à jour dans le coffre-fort pour les futures connexions. Donc, vous gardez le cycle de vie des mots de passe et vous n'êtes pas en rouge sur des audits où on vous dit que le mot de passe du firewall est le même que depuis l'installation. Donc, vous avez aussi cette sérénité-là au niveau sécurité interne, puisque ça vous coûte moins de temps en termes de gestion au quotidien. Sur les protocoles qu'on va pouvoir adresser, alors principalement pour tout ce qui va être DSI ou besoins internes, les 3 protocoles rois qui vont revenir, ce sera le RDP pour le monde Windows, le SSH pour les switches et tout ce qui va être serveur Linux, et potentiellement tout ce qui va être console de maintenance en web. Vous avez, on parlait d'un Fortinet, ça peut être n'importe quel type de console à base de GUI. Vous pouvez proposer l'accès en HTTPS audité sur ces plateformes-là. Donc RDP, SSH et web, vous avez souvent 99% des besoins réguliers des collectivités. On a des petits plus côté Walix, puisque on a aussi une capacité de faire de la donnée brute, c'est-à-dire que vous allez juste spécifier le port de destination et avec un simple tunnel SSH au niveau du bastion, donc très peu de flux ouverts et jamais jusqu'au cœur de réseau, on est par exemple capable de faire de l'exposition d'un service base de données en exposant le 3306 d'une MariaDB. Ça pourrait être sur le mode OT, des environnements SCADA, des pompes, des automates, en mode bus en 502. Voilà, vous comprenez un peu l'idée, c'est d'aller plus loin pour proposer des accès éventuellement client-serveur audités si nécessaire. L'Access Manager est une deuxième machine. Je vous en prie, Joël. Avant d'aller un peu plus loin, on a une question qui me semble être pertinente pendant que tu déroules ta présentation. Alors, j'ai vu les questions précédentes, hein. Il y en a une qui est plus adressée à Mickaël. On les reprendra justement en toute fin. Mais là, il y avait une question en cours pour toi, Loris. Donc, avons-nous réellement besoin d'un PAM si nous utilisons déjà des VPN et du MFA? Alors, et c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous apporte le VPN et un MFA? J'ai mon VPN, je suis utilisateur. J'ai le VPN qui va dans mon cœur de réseau. Premier élément de sécurité, vous ouvrez un poste distant sur un accès cœur de réseau avec déjà l'ouverture qui est un peu élargie. Vous avez, même si vous garantissez l'identité de provenance, vous avez plus d'informations sur le contenu des actions. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce switch firewall? Je vous rappelle qu'on enregistre en vidéo les maintenances, donc pour de la rémédiation, des incidents ou du retour sur erreur. Ça va beaucoup plus vite si on peut effectivement sécuriser ça. Et le fait d'avoir un VPN nécessite souvent un key pass de complément. Je donne un VPN, donc des flux ouverts avec des capacités de contamination plus importantes parce que vous ne maîtrisez pas le poste distant. Et en plus, vous êtes encore obligé de donner les mots de passe pour les connexions, ce qui fait qu'ils terminent des fois en ne pas expirer dans l'AD ou que des gens partent avec des secrets parce que c'est long de changer tous les mots de passe du KeePass que la personne aurait pu connaître. Donc là, on fait vraiment un focus en tout en un. Vous avez un passage limité. Il peut complètement s'intégrer avec du VPN. Hein. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin forcément de jeter le VPN pour des internes, à ceci près que c'est beaucoup plus simple en termes de flux, puisque là, vous pouvez avoir un VPN qui va s'arrêter au bastion. Il faut voir le bastion comme un poste de rebond qui enregistre. Donc, on peut tout à fait garder le VPN sans forcément exposer le cœur de réseau désormais. Et on a des modes de fonctionnement qui fonctionnent sans VPN avec une gateway autonome qui est l'Access Manager, qui peut quand même être couplé avec du MFA ou du WAF. Si vous avez déjà votre MFA, on est compatible avec du SAML ou du Radius. Mais ce qu'on va vraiment apporter, c'est la traçabilité d'usage. Vous allez le voir après, ça va beaucoup plus loin. Un VPN, on va vous dire, Loris s'est connecté 1 heure sur le VPN, mais le contenu de mes actions sera beaucoup plus compliqué à analyser pour vous, surtout si j'ai l'accès à un VLAN assez élargi. Donc voilà, effectivement, ça n'empêche pas de garder un VPN et un MFA sur le bastion,
mais pour des raisons de prérequis ou de simplification d'un prestataire, on a aussi notre gateway en HTML5 Access Manager qui peut potentiellement prendre lieu et place avec du MFA comme remplaçant d'un VPN. Mais vous gagnez le coffre-fort intégré, vous ne donnez plus les mots de passe, vous avez une rupture protocolaire, vous sécurisez le cœur de réseau, vous êtes en conformité puisqu'on est certifié ANSI, donc pour des remontées juridiques, ça peut être effectivement intéressant, et vous avez beaucoup plus de clarté sur le contenu des actions. Ça marche également sur l'environnement industriel. C'est un produit qui est complètement transverse. Je l'évoquais à demi-mot tout à l'heure. Vous avez la partie IT, OT et le bastion peut être la tour de contrôle pour des maintenances que vous allez aussi avoir des collectivités avec des protocoles particuliers. Donc, j'en ai cité quelques-uns, mais effectivement, tout ce qui va être gestion électrique, gestion de traitement d'eau, des chauffages, effectivement, la partie gestion de trafic ou épuration, tout ce qui peut être basé sur des prises en main à distance, sur des SCADA, des PLC, du mode bus en général, c'est des choses qu'on peut complètement proposer. Donc, on est vraiment à cheval sur les deux. Si vos tiers mainteneurs classiques de production ou de manière industrielle ont des E1 un peu partout au niveau de la collectivité avec peu de traçabilité, là, on a un passage automatique pour tous ces besoins. Et effectivement, par rapport à votre question, l'Access Manager, qui est notre gateway distante avec notre brique MFA IDaaS, c'est un bon compromis potentiellement pour se passer de VPN dans certains cas. Donc, ça vous permet effectivement d'avoir ce retour-là en termes de prise en main. Sur l'usage, alors bien entendu, j'entendais, j'ai vu des questions, je pense que sur le copier-coller ou sur ces accès-là, il n'y a aucun souci pour utiliser le bastion pour les tâches de maintenance, ce qui veut dire du patching, du copier-coller et de l'audit associé. On va effectivement pouvoir avoir la totalité qui est possible au niveau de la solution. Donc, comment ça se passe en termes de prise en main? Je vais vous faire effectivement le fonctionnement d'un prestataire qui peut avoir besoin de se connecter sur vos infras. Donc, pour ça, on peut utiliser la gateway Access Manager distante. Prérequis, ça marche d'une tablette, d'un Mac, d'un Linux ou d'un poste que vous ne maîtrisez pas. Vous partagez simplement un accès au niveau de la plateforme. Si jamais j'ai effectivement mon application téléphone qui est déjà pré-enrôlée, je pourrais tout à fait l'utiliser. Donc là, j'ai juste un push à faire pour pouvoir être connecté. Mais vous avez peut-être vu le pop-up arriver. J'ai également l'application client lourde sur mon poste. Je peux travailler avec des applications dans le navigateur avec des TOTP. Donc, c'est assez facile aussi d'avoir plusieurs tokens. On marche également sur du token physique. Les protocoles que vous allez réellement avoir, là, c'est un exemple avec du Windows. J'arrive sur un dashboard en HTML5. J'ai l'ensemble de mes droits en tant que tiers mainteneur pour travailler chez vous. Ce qui veut dire que si j'ai des comptes génériques que vous m'avez partagés, ce qu'on peut avoir également régulièrement des comptes doubles. J'ai un utilisateur Loris qui a un compte ADM Loris ou Privilege User qui a son compte admin. Le compte admin peut être complètement porté par le bastion. Donc là, moi, je ne le connais pas, ce compte-là. Ça me permet de travailler sans aucun souci pour mon accès tiers. Je me connecte sur mon environnement Windows pour faire ma maintenance. Et effectivement, je vais avoir l'encapsulation dans un onglet. Donc, je n'ai pas du tout besoin de prérequis. Tout ce qui va être copie de fichier en passage classique, on peut tout à fait le proposer avec du glisser-déposer. Par l'HTML5, vous avez le fichier qui peut être complètement copié dans la session. Donc là, j'ai effectivement les transferts qui sont autorisés sur les accès que j'ai proposés. J'ai effectivement fait un copier-coller. Je peux également bloquer des commandes ou des process. Et pour tout ça, je n'installe pas d'agent. Donc, pour la simplification, on parlait de simplification de patching, c'est également très léger à déployer puisque vous n'avez pas besoin d'agent. Je peux effectivement bloquer des commandes. Un des gros avantages de Walix, c'est de faire respecter vos droits. Si vous m'avez donné qu'un seul serveur Windows pour travailler chez vous,
eh ben, même si je connais le compte domaine de Forêt, j'ai des capacités d'empêcher ce type de choses d'arriver. Et après, pour chaque programme lancé, vous allez le voir, hein, on va également avoir un découpage vidéo, ce qui fait que j'aurai un chapitre dédié à Notepad. Donc, Notepad ou un programme particulier, si j'ai un soupçon, je vais aller beaucoup plus vite pour utiliser cette partie-là. Je peux également proposer des accès sur du monde SSH en Linux. Donc là, avec des clés SSH ou des pair user mot de passe, je peux déverrouiller la totalité des sous-protocoles ou non. Et mon prestataire qui a besoin de se connecter sur un firewall en ayant de l'élévation de privilèges, eh ben, je peux également le connecter automatiquement en route, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de me demander les mots de passe, je n'ai pas besoin de lui changer quand il ne travaille plus pour moi, et je gagne du temps en termes de sécurité. Et pour autant, je peux également avoir des commandes interdites. Ce n'est pas limité uniquement à cette partie-là. Hein. Si vous avez des transferts de fichiers également sur le monde Linux, on est compatible avec du FileZilla ou du WinSCP par exemple, mais on a la praticité d'avoir également la capacité de pouvoir proposer de l'upload de fichiers intégrés dans la session. Dernier cas d'usage régulier, c'est les consoles web. Donc ça, potentiellement, on a deux méthodes. Soit on va être capable de vous donner les mots de passe en disant je donne le mot de passe à quelqu'un effectivement pour accéder à une plateforme ou à un accès. Donc là, je peux effectivement le donner. Il finit par QEO. Même pour du déverrouillage dans des salles serveurs, c'est tout à fait possible de partager des mots de passe. À ceci près que nous, on intervient plutôt comme qui passe avancé de secours avec de la rotation additionnelle. Mon mot de passe divulgué va automatiquement changer pour éviter qu'il finisse sur un post-it. On va bien entendu préférer le tout en un sans partager le mot de passe. Mais ça vous arrive potentiellement d'avoir des mots de passe de console en tout genre qui sont partagés dans un KeePass. Ce que Walix met plutôt en avant, c'est le tout en un de la même manière. Vous avez besoin de faire de la maintenance d'un Entra ID ou d'un de vos VM sur un Azure, un ESX ou tout autre type de console web. La meilleure manière, c'est comme le RDP ou le SSH que vous venez de voir, c'est plutôt de proposer un mode tout en un, ce qui veut dire que mon utilisateur va automatiquement atterrir sur sa plateforme Azure dans mon cas, avec effectivement une connexion automatique sur la cible. Donc moi, je vais non pas lui donner un poste de rebond avec un KeePass, je vais directement lui donner un accès automatique sur la plateforme auquel il a besoin de travailler, avec le mot de passe qu'il a besoin d'utiliser, que d'habitude je lui donnais, hein, c'est plus le cas. On est tout à fait capable de proposer des modes sécurisés pour que la mise en conformité de votre plateforme de contrôle d'accès de caméras de la ville ou effectivement des outils de service tiers, mon utilisateur puisse travailler sans avoir besoin de connaître ces mots de passe-là. Et vous avez un focus beaucoup plus important. Donc là, tout ça, on n'aurait pas l'information si on était directement sur un VPN uniquement. Là, vous savez précisément qui est connecté sur quelle plateforme, quelles sont les actions en temps réel qu'il est en train de faire, et vous avez bien entendu la possibilité de pouvoir l'auditer en temps réel. Donc, on remonte vraiment sur les actions de connexion d'un utilisateur. Il a effectivement un suivi assez simple pour vous. Pareil, si on est sur des cas d'usage de transfert de fichiers, vous savez exactement à quelle heure j'ai copié mon fichier dans le home Debian Scenario ici, ou que je me suis connecté. Vous allez effectivement avoir toutes ces informations-là qui remontent. Et plutôt que d'avoir un poste de rebond avec un KeePass et un navigateur, là, j'ai 1 minute 51 de ce qui se passe sur ma console web d'admin. Donc, si quelqu'un supprime toutes les virtual machines, ça passera effectivement dessus. Donc là, pareil, sur le monde Windows, toutes les actions sont auditées et vous avez même la capacité d'être en immersion avec votre collègue ou partenaire, puisque potentiellement, mon prestataire a besoin de votre aide. Vous pouvez accepter une demande de contrôle request, ce qui fait que vous vous retrouvez
et également à 2 sur une session. Donc, toutes les actions de l'un vont potentiellement pouvoir être complétées par mon interne à droite et mon prestataire a effectivement les possibilités de continuer à travailler dessus. Donc, on va avoir un cas d'usage de prise en main à distance intégrée avec surtout une traçabilité des actions. Ce qui a été fait par mon prestataire depuis 6 minutes n'est pas impacté à mon admin interne qui vient l'aider. Il y a vraiment un distinguo sur les traces de fonctionnement. Donc ça, un VPN, à part vous dire la période de connexion au niveau VPN, vous n'aurez pas le contenu des actions, vous n'aurez pas la rémédiation, vous n'aurez pas la sécurisation des mots de passe, puisque pareil, si vous partagez le mot de passe d'une GUI dans un KeePass, on est peut-être 40 dans la session à être de la DSI, hein, si on imagine qu'on est tous ensemble, le compte administrateur est connu par tout le monde. Là, je fais vraiment un focus sur l'usage de ce mot de passe-là, donc j'ai vraiment les meilleurs des deux mondes. Je simplifie l'utilisation pour l'admin ou le prestataire. Il n'a plus besoin d'aller chercher le mot de passe avant de se connecter. Vous êtes en conformité pour du NIS2, pour vos besoins ou vos erreurs internes. Et effectivement, on va aller beaucoup plus loin en termes de contenu. Bien entendu, couper les actions d'un utilisateur ou rajouter l'approbation, c'est-à-dire qu'à 3 heures du matin un dimanche, on peut très bien avoir des cas d'usage où j'autorise pas ce prestataire-là à pouvoir se connecter. Donc, vous avez aussi ces capacités-là de proposer des limitations en termes de connexion. Si on regarde maintenant l'historique de session, vous allez pouvoir récupérer la totalité du contenu des actions. Hein. Donc, je suis pas mon utilisateur qui est effectivement connecté, on va enregistrer la totalité des usages. Donc, les tailles sont très petites. Hein, j'ai quelques mégas par heure pour du Windows et quelques kilos pour du SSH ou tout ce qui va être net ou à base de texte pardon. Donc, et avec le contenu complet des actions. Donc là, si on fait du post-mortem, du retour sur incident, j'ai eu un souci avec cet utilisateur-là sur ce serveur. Ma session Windows, elle a été complètement enregistrée. Elle est lisible par des utilisateurs qui ont des droits d'auditeurs. Hein. Ce n'est pas forcément que les admins, on peut avoir des droits intermédiaires. Et j'ai la vidéo globale avec la fiche d'identité. Ça a duré 7 minutes 50. Voilà ce qui s'est passé quand l'utilisateur s'est connecté. Ça peut être exporté en MP4 et Walix a aussi l'avantage de faire de la prédécoupe au niveau de la prise en main. C'est-à-dire que toutes les actions particulières que vous allez avoir forment également des sous-chapitres. Là, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai lancé un remote desktop, ça va générer un chapitre dédié. Donc, je pourrais l'exporter pour faire des tutos d'équipe. Je dois avoir un chapitre qui est également dédié au lancement de mon notepad si je vais un petit peu plus loin. Donc, assez facilement, vous allez effectivement reprendre le contenu de chaque action assez facilement. On va remonter les événements système également, qui peuvent partir vers un SIEM ou votre SOC, mais qui nativement vous permettent d'avoir l'horodatage, les informations au niveau de la session. Je n'ai pas fait grand-chose dans la session qu'on a pu faire ensemble, mais effectivement, j'ai fait du copier-coller à 11h45 d'un fichier, donc je peux tout à fait revenir dessus pour visualiser quel est le fichier qui a pu être copié. Ensuite, je vais autoriser tout ce qui va être blocage complémentaire. Hein. Donc, j'ai fait un clic droit pour le gestionnaire de tâches, ça m'a été bloqué et ça crée une notification également par mail ou pour votre SIEM. En tout cas, c'est présent comme tag. Et puis, potentiellement, j'ai fait un remote desktop ici. Donc, en cliquant dessus, je peux visualiser la vidéo en question. Si j'ai besoin de faire une remontée particulière, je peux tout à fait exporter ce chapitre-là de manière individuelle. Donc, il est aussi capable d'exporter une partie des actions. Et puis là, j'ai toutes les informations de saisie clavier, clic souris. J'ai tapé telle adresse IP. Ça a été effectivement bloqué par une règle qui bloque tout ce qui sort en 3389. Et de ce fait, j'ai fermé mstsc.exe à 11h46. Donc, vous avez vraiment toutes les informations beaucoup plus précises sur le contenu des actions. Pareil, en SSH, vous avez la fiche d'identité de connexion. Le visualiseur, là, c'est effectivement pour le SFTP, donc je n'avais pas fait grand-chose sur cette session.
celle qui vient juste après en SSH sera un peu plus complète, où j'ai effectivement la connexion automatique, les commandes que l'utilisateur va pouvoir saisir, que je peux visualiser au niveau des traces, et puis potentiellement le transcript pour aller plus vite, réellement du retour des actions, et les dernières commandes en metadata, que finalement j'ai pas fait autre chose que ce type de commande. Et bien entendu, tous les mots de passe en arrière-plan peuvent avoir un cycle de vie. En l'occurrence, mes comptes de connexion, en plus de ne pas le donner à l'utilisateur, peut également faire en sorte d'aller un peu plus loin qu'un KeePass historique, où là, j'aurais souvent le mot de passe qui n'aurait pas changé. Au fil de l'eau, je peux effectivement avoir une conformité avec des rotations régulières. Et si la PSSI vous demande d'avoir 30 caractères au lieu de 15 ou de 8, c'est assez facile en termes de policy de pouvoir faire l'ajustement des mots de passe à ce niveau-là. Donc, on aura des plugins pour la rotation qui vous accompagnent sur vos Windows, sur des environnements Linux ou sur des passerelles réseau ou bases de données pour effectivement être en conformité sur la régularité de cycle de vie des mots de passe. Et bien entendu, vous pouvez avoir différents profils. Ce que j'ai évoqué juste avant, c'est mon prestataire qui avait potentiellement des limitations avec des tickets d'incident particuliers, c'est-à-dire que cet utilisateur-là a un garde-fou complémentaire. Il ne sera pas capable potentiellement de se connecter sans avoir une approbation additionnelle. Donc, vous avez aussi ce juste à temps qui est des fois attendu côté collectivité, de pouvoir planifier des astreintes, de pouvoir bloquer des sous-protocoles également pour permettre à des utilisateurs de demander une date d'astreinte pour le week-end prochain, et éventuellement de le lier à des tickets d'incident qui existent chez vous, ou de pouvoir créer des nouveaux tickets potentiellement à la volée. Donc ça, pareil, ça arrive automatiquement par la console. C'est bien entendu répertorié par mail. Et côté utilisation, vous allez aussi avoir ces possibilités-là de faire de l'approbation pour un utilisateur particulier, voire de challenger le timing qui va être proposé, puisque on a malheureusement plus beaucoup de temps devant nous. Donc potentiellement, vous pouvez proposer des accès qui sont conditionnés. De 8h à 17h, je ne pose pas de questions. Par contre, à 19h, j'ai une approbation en tout genre, ou à minima, effectivement, j'ai mon utilisateur qui aura une date de clôture par rapport à cette partie-là. Donc voilà, c'est des exemples effectivement de fonctionnement au niveau du Bastion. Sachez juste pour les équipes internes, si vous avez des préférences, le Bastion ne marche pas que avec les consoles web. Vous avez aussi la capacité d'adresser le Bastion en direct sur vos protocoles préférés pour avoir l'ensemble des accès qui sont proposés. J'ai plus besoin de mot de passe, j'ai juste besoin de cliquer et le Bastion va me proposer un sélecteur Windows ou Linux où assez facilement je peux faire mes maintenances et revenir sur le serveur d'après. Donc on a aussi bien pour les équipes système que pour nos amis du réseau une vraie simplification sur les mots de passe et les connexions. Là, pareil, j'ai plus besoin d'aller chercher les mots de passe. Je suis enregistré, je peux travailler, je passe au serveur d'après, je peux retourner au sélecteur et c'est tout à fait possible de gagner du temps avec nos solutions de PAM par rapport à des usages historiques. Je suis ancien admin système et réseau, donc on a souvent cette dualité entre les mots de passe et les connexions. Là, pour l'utilisateur, ça va très vite. Pour l'auditeur, c'est aussi un régal en termes de contenu de trace. Et on a une solution qui est vraiment très simple à travailler. C'est principalement des utilisateurs que vous allez avoir dans votre AD ou autre qu'on peut faire dynamiquement liés avec le Bastion, un pur modèle airbag. De l'autre côté, quels sont les assets que vous avez besoin de sécuriser entre des protocoles particuliers ou des URL ou des accès qui sont effectivement à risque pour vous, des groupes d'accès qui correspondent aux équipes et une simple autorisation qui va pouvoir gérer l'entièreté des connexions. Est-ce que j'enregistre ou pas? Est-ce que j'ai de l'approbation ou pas? C'est assez facile également à manager. Et pour nos amis DSI ou RSSI,
vous récupérez aussi nativement des tableaux de bord de tout ce qui peut se passer en termes de fonctionnement, de pic d'accès au niveau de la collectivité, où là, vous avez effectivement toutes ces informations-là qui peuvent revenir avec des graphes complémentaires, des filtres par équipe ou par typologie de protocole. Voilà, on vous donne pas mal de choses de complément. Voilà, pour la partie Bastion, MFA, effectivement Access Manager, vous avez effectivement un retour dessus. Très brièvement, tout ce qu'on vous montre peut être également suivi pour de la gouvernance, aussi bien sur des environnements Bastion que sur des environnements tiers, puisqu'on a également des capacités de pouvoir suivre en 360 sur le long terme nos utilisateurs Bastion, ce qui fait que j'ai ma collègue Dora qui est effectivement utilisateur de l'AD. Je vais pouvoir aussi remonter sur tous les serveurs de dev sur lesquels elle a le droit de travailler. Je peux vérifier si le fait qu'elle ait changé d'équipe sur les 2 dernières années, j'ai potentiellement des disparités entre les deux. Elles n'existaient pas. Donc, on a également de la gouvernance des accès à privilèges sur lequel on peut vous accompagner également pour garantir qu'au fil de l'eau, les gens puissent garder des droits qui sont les leurs et pas plus. On avait quelques questions, Loris. Il y en a pas mal qui sont passées donc, sur la partie HTTPS notamment. Donc, je vais donner donc, que je reprenne la bonne. Comment peut-on se faire une cible sur le HTTPS sur le Bastion? Exactement, c'est ça. Les modalités pour une cible HTTPS. Alors ça, c'est assez simple. Par rapport à d'autres solutions qui nécessitent des plugins ou effectivement des scripts ou des add-ons, tout à l'heure, vous avez vu ma connexion sur mon environnement Azure, qui est le monde Microsoft. J'ai effectivement pas grand-chose à faire de mon côté, à part potentiellement renseigner le compte à privilège que j'ai besoin dans la GUI, ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, première des choses, je sécurise le mot de passe de la GUI. Deuxième des choses, je dis quel est le navigateur que je vais utiliser. En l'occurrence, c'est un Chrome. On peut travailler avec un Edge ou un IE. On n'héberge pas, nous, le navigateur directement. Donc, on va avoir soit nos solutions Walix Web Session Manager qui vont sortir d'ici quelques mois, soit effectivement un RDS sur lequel on publie juste un Chrome. La plus-value de Walix, c'est la sécurisation du mot de passe. Là, vous avez principalement qu'à mettre l'URL. Le monde Microsoft a des spécificités puisque vous avez la boîte mail sur le premier lien et le mot de passe sur une deuxième. Donc, on a effectivement des déverrouillages pour les certificats non signés, pas mal de choses. Mais à part mettre l'URL, le navigateur et le mot de passe, c'est exactement la même chose pour tous les types d'applications. Donc, vous ajoutez les applications par ce biais-là. Et d'un point de vue audit ou historique, vous avez après mon compte administrateur qui est auto-connecté à ma GUI et moi, en termes de retour de traçabilité, j'ai bien la totalité de cette partie-là. Avec effectivement la session épurée, parce que là, on n'aura pas la session Windows pleine, on va directement commencer au moment où il y a l'autoconnexion. Et pareil, vous avez un découpage par sous-chapitre. Donc, si vous suspectez des menus, par exemple, à risque dans vos environnements tiers, certains vont redémarrer des IDRAC ou des ILO d'un ESX s'il y a besoin par ce biais-là. Vous avez tout le découpage également dans les sous-menus qui vont apparaître. Donc, en cas de publication d'une page web, est-ce que cela supporte bien celles qui contiennent du contenu riche Java? Alors, il peut y avoir pour des cas complémentaires aujourd'hui des fonctionnements avec du Java. Pour certains cas, tout ce qui va être gestion de pop-ups qui sont souvent gérés par du Java, on peut injecter les mots de passe dans les pop-ups. Donc, on couvre souvent du Java ou les champs. C'est très rare qu'on ait besoin de faire des scripts auto-IT de complément, mais je ne peux pas effectivement vous garantir. En tout cas, toutes les passerelles régulières, que ce soit des passerelles internes avec user, mot de passe ou des doubles pages comme on a pu voir, c'est traité assez facilement. On a 90-95% des consoles classiques qui n'ont pas besoin d'ajustement tiers.
mais si on doit simuler des clics souris ou des tabs pour des consoles particulières, c'est également possible en complément. La grosse majorité du temps, c'est pas nécessaire. Voilà. On va prendre une dernière question, on va prendre une dernière question sur la partie technique, puisqu'il y en a deux autres pour Alain Melka et Michael. Est-ce que le Bastion peut être utilisé par des utilisateurs en télétravail ou le recommandez-vous plutôt pour les connexions prestataires? Alors non, justement, c'est une bonne question. On a pas mal d'internes qui, des fois, ont des soucis avec leur VPN, oublient leur laptop, ça marche pas, mais ils ont une tablette à la maison. L'Access Manager, c'est aussi un plan de continuité d'activité pratique pour les internes également. Donc, il y a effectivement les deux qui sont possibles. En termes d'architecture, on va souvent retrouver soit le VPN jusqu'au Bastion, soit l'Access Manager exposé plus simplement pour avoir moins besoin de prérequis pour de la reprise d'activité. Donc l'Access Manager n'est pas obligatoire, on peut aussi se connecter par le Bastion, vous l'avez vu tout à l'heure par mon M-Remote, mais on peut se connecter par la console du Bastion également. L'Access Manager a vraiment l'intérêt d'être du full HTML5 en termes de fonctionnement. Et sur une architecture type, vous avez maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, la haute dispo qui peut être proposée en classique. Donc, vous avez deux bastions par défaut dans les nouveaux contrats qui sont autorisés, ce qui veut dire que même sur du patching, votre deuxième nœud peut continuer à travailler. Vous n'avez pas de coupure de service et vous avez vu que c'est assez facile à gérer. Donc, le bastion est plutôt dans le cœur de réseau. L'Access Manager est plutôt dans la DMZ externe, vous l'avez vu tout à l'heure. Et le MFA, tout ce qu'on va effectivement pouvoir sécuriser au niveau de la cible peut être greffé sur notre MFA Walix ou effectivement sur du SAML ou du Radius si vous avez déjà d'autres MFA de préférence. On est également multitenant pour des besoins. Merci Loris. Donc du coup, il y avait une question, donc je pense que c'est plus dans le scope de Michael, je pense que c'est au moment où vous avez évoqué la mutualisation. Donc concernant NIS2, pourquoi ne pas faire un texte comme les GHT et les obliger à mutualiser? C'est une option. Après, le législateur travaille et va nous faire des propositions. Il y aura un échange. Je sais que l'AMF, la semaine dernière, a fait des retours. On est en termes de maturité, de maturation d'un texte, mais je doute très honnêtement que la mutualisation soit posée comme critère en termes d'obligation. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Michael. L'autre question, c'était plus dans le scope. Je me permettais juste de revenir sur la question sur les utilisateurs en télétravail. Si c'est des utilisateurs classiques, on a eu ça pendant le confinement du Covid. Certains se connectent à distance sur des Windows 10 non enregistrés pour des raisons de vie privée et passent potentiellement par l'Access Manager. Donc, c'est des nouveaux besoins pour des utilisateurs basiques. Quand on parle d'utilisateurs télétravail, souvent pour nous, c'est la première population, c'est admin interne ou externe, mais on a des réponses non enregistrées pour des backups. J'ai un poste en physique qui est resté au bureau. Vous avez le RDS, on peut partager des sessions non enregistrées pour simplifier l'accès en télétravail dans certains cas, même si effectivement, ce n'est pas le besoin le premier utilisé. Merci, Loris. Donc, pour la question pour Alain Melka, la mission Écoterre collabore-t-elle avec le réseau Déclic? Oui, absolument. Ça fait même plusieurs années que nous sommes plus qu'en collaboration, en partenariat extrêmement étroit. Et je crois que l'intérêt de la mission Écoterre et surtout des collectivités membres ou pas membres forcément de notre association, c'est effectivement de tresser des liens et des ponts entre le public et le privé, et notamment dans ce genre de problématiques. J'ai écouté Loris avec beaucoup d'attention. J'ai même pris beaucoup de notes, Loris, parce que j'ai aussi appris, j'espère que notre public aura appris beaucoup de choses, comme quoi il y a des solutions. Et je le répéterai jamais assez, je le dis par expérience, c'est que les cyberattaques, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est comme l'accident de voiture, comme la grave maladie. Donc, il faut vraiment que nos élus, pouvoirs publics aussi, se donnent les moyens pour que l'on puisse vaincre ces différentes guerres que nous déclarent, alors je ne vais pas faire de politique, ce que j'appelle les cybercriminels, et qu'aujourd'hui, les solutions qui nous sont présentées par Walix, alors on pourrait dire,
oui, mais Alamelka, il est partenaire de Walix, donc il essaye de vendre. Pas du tout. Moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, les attaques, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et en exemple, euh, quand une collectivité que je n'ai pas citée, mon adjoint, Quentin Melumiestre, l'invite soit à se former, soit à trouver des solutions auprès de nos partenaires, et qu'on nous dit, ben non, oulala, vous savez, nous, on est des experts, on connaît, et que 15 jours après, on nous appelle en nous disant, ah ben, on vient de subir une cyberattaque qui paralyse tout le système de notre structure, qu'est-ce qu'on fait? Et forcément, on l'a évoqué tout à l'heure, Loris l'a évoqué, Michael l'a évoqué, je me suis permis de l'évoquer aussi, ça coûte à ce moment-là beaucoup, beaucoup plus cher à la collectivité que ce qui aurait pu être soit des solutions Walix, soit une formation des élus, etc., etc. Voilà. Moi, si vous me permettez, je sais que le temps court et que on se lasse pas de s'écouter les uns les autres, et j'espère que notre public prend autant de plaisir que nous. Moi, j'ai juste une petite question rapide, promis, à Michael. Michael, tu es élu, tu es maire de Wally. Comment tu expliques que quelques élus encore sont très réticents à certaines solutions qui nous sont présentées aujourd'hui, mais à d'autres solutions? Moi, je pense qu'il nous manque quelque chose chez nous, c'est la culture de la vulnérabilité. Encore une fois, je défends cette thématique-là parce que les gens, c'est une absence de prise de conscience. Les gens pensent que l'entité qu'ils défendent, qu'ils pilotent, est trop petite, trop loin, pas concernée. Mais en fin de compte, il faut changer complètement de posture et se dire que tout le monde peut être concerné. Tu sais, c'est un peu la question du terme de dématérialisation. Quelque part, la démat, comme on dit en résumé, c'est une nouvelle matérialité. On n'a plus de câbles à l'extérieur, mais on a des câbles sous-marins. Et la cybercriminalité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas palpable, qui est entre guillemets virtuel. Enfin, virtuelle, elle est bien réelle, mais en tout cas, les gens n'arrivent pas à l'appréhender parce qu'elle n'est pas visible dans le domaine public et dans la société. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on a encore des difficultés ou des collectivités ou des élus qui se disent « oui, mais ça coûte de l'argent, on n'est pas concerné ». Oui, mais encore une fois, c'est dommage d'attendre d'être dans le dur, de se retrouver à bloquer des services publics pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, à mettre un an et demi, à avoir des coûts de réparation qui dépassent parfois le million d'euros, alors qu'un phasage d'investissement, de formation peut permettre de répondre à énormément de problématiques. Je me permettrai juste de rebondir parce qu'il y avait une question sur la question de la RH. Bon, quand un collaborateur quitte une collectivité, il va rendre les clés de son bureau. On est d'accord, ça c'est évident. Par contre, on sait très bien qu'il y a plein de collectivités qui ont été attaquées parce qu'il y a une quantité incroyable de comptes qui sont non utilisés, qui sont plus forcément sécurisés, et on sait que c'est une porte d'entrée par rapport à des attaques. Ça coûte pas d'argent, c'est pas compliqué. Il faut juste, dans la gouvernance et dans les bonnes pratiques, se dire un agent s'en va, on lui donne ses clés, on lui ferme son compte d'accès, on lui ferme ses droits et on le supprime, le compte. Ça coûte pas d'argent. La question de l'ANSSI est un outil d'appui très très fort. On regarde la question aussi des mots de passe. Moi, je suis quand même toujours surpris que cette question des mots de passe soit toujours un sujet. On le sait, il y a des capacités pour créer des mots de passe, pour avoir des outils. Walix, c'est une solution, mais il y en a d'autres pour avoir des outils par rapport à ça. Et si je m'amusais à faire le tour de plein de collectivités de petite taille, je suis sûr que si je soulève le clavier des personnes qui travaillent, on trouvera un mot de passe écrit sur un post-it. C'est pas contre eux, hein. C'est juste que là encore, les gens prennent pas conscience de cette vulnérabilité et pensent que finalement c'est pas nécessaire ou c'est pas une obligation. Quand on monte dans sa voiture, on met sa ceinture de sécurité. Eh ben, il faut être dans le même esprit. Quand on ouvre son poste métier avec des données qui ne nous appartiennent pas mais qui appartiennent à l'entreprise ou à la collectivité, donc au bien public, eh bien, il faut mettre la ceinture de sécurité. C'est quelques gestes et ça permet d'éviter, je pense, 95% des attaques. Et c'est ça sur lequel il va falloir continuer à travailler, mais on va le faire, j'en doute pas, là, et continuer à acculturer et continuer à instiller ce message au quotidien dans les pratiques pour qu'on arrive à effectivement déporter ce sujet et protéger nos collectivités et nos entreprises. Si je peux compléter, Michael, ce que tu disais, on a effectivement
dans l'usage du Bastion, une vraie simplicité dessus, puisque toutes les bonnes pratiques, ça a été évoqué. Dès que quelqu'un quitte le SI, tous les mots de passe qu'il a pu connaître, que ce soit les siens, un qui passe d'équipe, un post-it, il faudrait qu'il soit retiré de ses compétences. Sauf qu'un qui passe, souvent, on enlève les gens sur l'accès qui passe, mais les mots de passe n'ayant pas changé, ils seront de toute façon lisibles ou récupérables. Là où potentiellement Walix va vous simplifier ce cas-là. Quelqu'un part, vous avez vu tout à l'heure, je faisais que des pouces-clics, je ne connaissais aucun mot de passe. Et si demain on me coupe mon accès Bastion, il n'y a même pas forcément ce travail-là à faire de votre côté. D'une part parce que j'ai jamais connu les secrets et qu'en plus de ça, le Password Manager s'occupe de faire les changements réguliers que vous avez besoin pour vous. Donc il y a une vraie notion de déporter les coffres-forts, les fichiers Excel dans le coffre-fort du Bastion pour avoir justement, on sait que 90% des qui passent, c'est des besoins de connexion. Je récupère le mot de passe, je me connecte sur une GUI, sur un switch, etc. Là, vous avez le tout en un. Donc, vous enlevez aussi l'épine de gérer tous ces arrivées-départs de manière très complexe, à tout changer à la mano. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses très complètes. Je sais qu'il en reste, étant donné qu'on a pas mal dépassé sur le temps, on ne va pas forcément pouvoir revenir dessus. Par contre, ce que je peux faire, c'est effectivement pour les dernières questions, notamment techniques qui restaient, c'est vous mettre les coordonnées donc, dans le chat et ne pas hésiter du coup à me faire parvenir un mail pour qu'on puisse, voilà, éventuellement, si c'est possible, planifier un échange pour approfondir sans problème. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait parmi notre speaker, est-ce que vous souhaitiez ajouter des éléments éventuellement? Parce qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a pas mal fait le tour, c'était très riche, en tout cas c'était très intéressant et je remercie encore tous les speakers pour leur présence et également tous les présents hein, qui ont suivi ce webinaire. Donc encore une fois, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des questions complémentaires, on y répondra avec plaisir. Voilà. Et je pense qu'on peut mettre fin à cette session. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.